de la représentation nationale, des collectivités locales, des autorités déconcentrées et décentralisées, pour mener à bien cette mission importante qui en fait est l'affaire de tous. Nous sommes en train donc de concevoir une gouvernance sécuritaire de proximité. Les forces de sécurité soutenues par le ministre de l'Intérieur sont à pied d'œuvre. Objectif, renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le général Pathé Seck compte s'investir personnellement. Nous sommes en ordre de bataille. Des unités de police et de gendarmerie sont actuellement déployées de jour comme de nuit depuis 2 semaines, non seulement à Dakar et sa banlieue, mais dans toutes les régions du Sénégal. En tant que ministre de l'Intérieur, je suis chargé de mener à bien cette mission qui est extrêmement importante, mais en veillant à ce que l'action de nos forces soit bien encadrée, conformément en tout cas aux valeurs de la République. Le ministre de l'Intérieur, le général Pathé Seck, a annoncé la mise en place de nouvelles casernes de sapeurs-pompiers. Les moyens logistiques et humains seront renforcés pour la mobilité des forces de sécurité. La promotion d'un tourisme responsable passe par un plus grand engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Conviction des professionnels du secteur touristique, haro donc sur les auberges clandestines. Acteurs du tourisme et du combat contre le sida font cause commune et comptent sur l'appui des autorités étatiques. Hadi Attala avec Hadim Sissé. 0,7% de personnes infectées du sida inquiètent les organisations de lutte contre la pandémie. Le tourisme sexuel parmi les causes pousse les différents acteurs à dire non à la prolifération des sites d'accueil clandestins et qui favorisent la débauche. Bon, nous sommes préoccupés aussi par une situation la situation des auberges. Où se développe une certaine prostitution clandestine. Nous avons demandé aussi à monsieur le ministre du Tourisme de renforcer l'appropriation de la riposte au niveau de son département et de voir dans quelle mesure il pourrait impliquer le patronat des hôteliers, mais également le syndicat, pour qu'il y ait des financements domestique. Pour un tourisme responsable et préservé de la maladie, les autorités comptent prendre le taureau par les cornes et invitent les populations et autres acteurs à s'approprier la politique de développement du tourisme. Nous prévoyons encore beaucoup plus de sensibilisation et pour sensibiliser, il faut connaître notre cible. Notre cible aujourd'hui, le docteur Ndoye nous l'a dit, ce sont des clandestins, des auberges, des fois qui ne se sont pas déclarés, qui ne jouent pas le rôle. Et aujourd'hui, nous allons accentuer sur l'identification pour essayer de voir qui sont ces auberges, qui non seulement affectent l'économie autour des hôtels, mais affectent aussi au niveau du sida. Nous avons accentué la sensibilisation, les identifier et avoir à jouer notre rôle dans tous les secteurs concernés, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, nous avons même vu le ministère des Forces armées, pour essayer vraiment d'éradiquer ce phénomène-là qui se propage autour des clandestins. Après la fermeture de 25 auberges clandestines à Dakar et de maisons closes, la traque va se poursuivre dans le sud, à l'est, dans la station balnéaire, qui ont le plus fort taux de prévalence. Restons sur le sujet. Pour l'atteinte des OMD en matière de lutte contre le sida, les organisations engagées dans ce combat estiment les besoins de financement à 78 milliards de nos francs. Le ministre du Tourisme, invité à servir de relais au niveau gouvernemental, accepte volontiers de jouer sa partition. Écoutons tour à tour le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida, Dr Ibra Ndoye, et le ministre du Tourisme, Youssou Ndour. Nous avons besoin de personnalités comme le ministre du Tourisme qui a eu à élever sa voix à un certain moment. Je me rappelle, il y a quelques années, il a eu à faire un plaidoyer auprès du président Bush, le président américain, et il y a eu le plan d'urgence de bourse de plusieurs milliards de dollars
Et aujourd'hui, ce plan est continué à travers ce qu'on appelle le financement PEPFAR. On a fait plusieurs appels. L'appel d'Abuja pour que les gouvernements des pays africains amènent à 15% le budget de la santé. L'appel qui a été fait à tous les chefs d'État africains, c'est non seulement de voir dans quelle mesure les États pourraient arriver à faire une production locale, c'est-à-dire en Afrique, des antirétroviraux, parce que la dépendance elle est très forte. 90% des médicaments antirétroviraux sont achetés en Inde. D'ici 2020, on aurait besoin d'au minimum 20 milliards de dollars US par année. Il y a des budgets prévus pour essayer de relever le défi, parce que nous avons aussi aujourd'hui des bailleurs qui ont disparu cause de en tout cas pour eux, de la crise. Nous allons accentuer sur le budget national, nous allons accentuer les efforts au niveau national pour être encore beaucoup plus efficaces. Et sur le plan international, nous l'avons dit, nous appelons tout le monde à appuyer les bons élèves. Le Sénégal a fait des résultats. Le Sénégal a besoin d'être appuyé pour arriver à un taux zéro. C'est possible, le docteur nous l'a confirmé. Donc nous continuons à appeler au niveau international pour que quand même les fonds prévus depuis très longtemps accompagnent les pays, et notamment le Sénégal. Des nouvelles de la 21e édition de la Foire internationale de Dakar. L'artisanat et la transformation des céréales locales y figurent en bonne place. Les exposants espèrent trouver les partenaires qu'il faut pour développer davantage ces deux secteurs économiques. Reportage d'Issa Prera, Papfal pour les images. L'artisanat local est bien représenté à cette 21e édition de la Foire internationale de Dakar. Ils sont nombreux les artisans venus des régions pour exposer leurs produits, ceci malgré les difficultés que traverse le secteur. Bon, tous les corps de métier de l'artisanat sont représentés, à partir de la sculpture sur bois, la transformation, la cordonnerie, la bijouterie, et vous avez aussi la sculpture sur bois. Il y a la couture, il y a presque tous les corps de métier. Les transformations qui sont là, les teinturières, il y a les sculpteurs. La transformation des céréales locales n'est pas en reste. Les exposants proposent différentes sortes de produits qui vont de la marmelade, du miel, de l'huile de palme et d'autres produits. Malgré son dynamisme, ce secteur peine à se départir de ses difficultés. Nous avons pas mal de difficultés. Il n'y a pas d'industrie qui est à Matam, il n'y a pas d'infrastructure. Tout ce qu'on fait, on fait ça à main. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés pour faire cette transformation-là. Les artisans et les femmes qui s'activent dans la transformation des céréales locales vivent les mêmes problèmes. Des difficultés qui ont pour nom manque de financement, des problèmes d'approvisionnement en matières premières et en emballage, mais surtout la commercialisation des produits. Nous, les femmes de Louga, nous manquons de financement, surtout pour la formation. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir exporter nos produits. Nous aimerions qu'on nous aide davantage en matériaux de travail. La transformation des produits halieutiques est un travail vraiment pénible. Pour la plupart de ces exposants venus des régions, c'est moins la vente que l'espoir de nouer des contacts qui motive la présence à cette FIDAK. Nous vivons loin des centres urbains, donc des événements comme la foire nous permettent de montrer ce que nous faisons et peut-être décrocher des partenaires. C'est bien d'écouler ces produits, mais le plus important, c'est de nouer des relations d'affaires pour pouvoir exporter les produits plus tard. Artisanat et transformation des céréales locales, deux leviers qui peuvent booster le développement des régions si les produits arrivent à être exportés. Et puis notez que cette journée de lundi est dédiée à la région de Louga avec une vingtaine d'exposants. Le Ndiambour est venu à la foire avec les mains pleines de produits agricoles et artisanaux sur ces images. Ce 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, une journée de plus qui vient s'ajouter à un quotidien déjà très difficile. C'est le jugement de nombreux handicapés au Sénégal. Ils donnent comme exemple toutes les peines qu'ils rencontrent pour accéder à la santé, au travail et à d'autres espaces. Suivons le reportage de Nafissa Toussila, les images d'Ababakar Kamara.
Ce 3 décembre marque la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. Mais ces femmes sont loin d'afficher le sourire, et cela à cause de difficultés à n'en plus finir. La preuve, aujourd'hui c'est le 3 décembre, mais je ne fête pas la journée qui nous est dédiée. Je n'ai pas le cœur à ça, on est toujours confronté à des difficultés, soit avec la police, soit avec autre chose. C'est à cause de mon handicap que ma fille ne part pas à l'école. C'est elle qui pousse mon fauteuil. Sinon, je ne peux pas me déplacer en tenant mon bébé qui est sur mes genoux. On ne peut pas se déplacer dans les hôpitaux et autres lieux publics à cause des escaliers. Sur le plan social, certains sont obligés de faire la manche pour subvenir à leurs besoins. Et pour se soigner, c'est la croix et la bannière. J'achète mes médicaments au même titre que les personnes valides. Pour les acheter, je fais la manche. Quand j'accouche, j'ai du mal à acheter mes médicaments et il est difficile pour moi de les trouver. Et quand mon enfant est malade, c'est encore plus dur. Quand je tombe malade ou un membre de ma famille, je paye tout. J'ai eu 3 enfants par césarienne. Je n'ai pas eu droit à une seule aspirine sans l'avoir payée à l'hôpital. Il nous faut l'aide du gouvernement pour nous soigner, mais aussi pour acheter facilement les médicaments. Le décret d'application de la loi d'orientation sociale a été certes signé, mais son effectivité tarde à se faire. Aujourd'hui, ces personnes vivant avec un handicap veulent davantage s'impliquer dans la vie active, mais la chance ne leur est pas offerte. S'ils avaient du respect pour nous, ils allaient nous aider en nous trouvant un travail. Nous savons toutes tresser ou faire la couture. Moi-même, je confectionne les draps et des nappes de table que je vends parfois. Seulement, les moyens font défaut. Ce serait mieux si on avait des financements. Changer notre regard sur les personnes handicapées est fondamental, mais appliquer de bonnes politiques de promotion et de protection sociale est capitale. Une manière de leur permettre de retrouver le sourire. Football pour démarrer le journal des sports. Bonsoir, Bonsoir, Mamoudou. Ravi de te retrouver, ça fait longtemps. Pour moi. Oui, ça fait un bail. Le 6 janvier 2013, date de démarrage du championnat professionnel de Ligue 1. Tout à fait, une décision prise à l'issue de la réunion du conseil d'administration de la Ligue professionnelle. Une réunion tenue ce week-end à Saly concernant le renouvellement des instances de la Ligue professionnelle. C'est la date du 24 décembre qui a été retenue. Une assemblée générale élective sera organisée 2 jours plus tôt. Proposition de sortie de crise pour le football sénégalais. Pape Diouf avance 3 noms. Malick Sy Souris, Yatma Diop, ancien international, et Saher Seck, actuel président de Diambar. 3 hommes dont la présence dans un comité de réflexion peut être bénéfique au développement du football sénégalais. Pape Diouf, ancien président de l'OM, préconise la mise en place d'un comité de réflexion. Il se dit disposé d'ailleurs à apporter son aide pour la recomposition du football sénégalais. Mamoudou, on parle à présent du tournoi interservice marquant le centenaire de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il a pris fin ce week-end et c'est la maintenance qui a remporté la finale devant les laboratoires. 4-0, un projet initié par Abdoulaye Diallo pour marquer donc le centenaire de l'existence de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous l'écoutons au micro de Cher Sadibou Diarra. Le but recherché, c'est de raffirmer les liens entre les employés des services. Notamment les corps professionnels, les différents corps professionnels, les médecins, les infirmiers, tout le corps professoral, tout le corps médical et l'administration. Je crois que, je pense que le but a été atteint. Le centenaire, avoir 100 ans, avec tout ce que Dantec a fait pour la santé publique, tout ce que Dantec a fait pour la formation des cadres de médecine, je crois que ça mérite qu'on encore, comme on le dit, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Vraiment, ça valait la peine d'organiser un tournoi pareil. Le directeur a insisté pour que ce soit non seulement annuel, mais qu'on améliore davantage l'organisation et en faire un sport corporatif, qu'il ait même une équipe qui peut peut-être à la limite demain prétendre à jouer en 2e division, pourquoi pas en 1re division.
Basketball masculin Mamfatou, Sibac et Duc au rendez-vous de la première journée. Les deux équipes ont gagné à l'occasion de la première journée du championnat masculin de basketball. Sibac s'imposant devant l'AS Douane, le Dakar Université Club face à l'US Gorée. Des matchs auxquels ont assisté Abdou Aziz Ndiaye et Mardien. Sibac réussit son premier coup d'éclat en première journée du championnat national de basket masculin. Malgré une bonne entame de la Douane jusqu'au troisième quart-temps, l'AS Sibac finit par renverser la vapeur. Les Sikapois remportent le match par le plus petit écart, 60-59. On a été déterminés jusqu'au bout. On n'a pas lâché, malgré qu'ils étaient devant. Mais on a continué à y croire, on s'est battu. Et à la fin, on a essayé de gérer notre avance. Nous allons jouer notre rôle d'outsider. Et je pense que si on est prêt, on peut jouer une bonne carte. Nous avons pêché par la défense surtout et le rebond. Et le rebond en défense. S'y ajoute que notre pivot, Ibouane, a fait trop vite ses 5 fautes. C'est ce qui nous a beaucoup pénalisé en fin de partie. Et en deuxième heure, Duc confirme sa suprématie. Les étudiants, sans forcer leur talent, étrient leur adversaire, l'US Gorée, 62-39. Une victoire qui ne rassure pas pour autant le coach. L'équipe adverse n'est pas encore prête parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore qualifiés. Mais c'est encourageant aussi quand même d'entamer la saison avec une victoire. Je dis il ne faut pas cracher dessus. On n'est pas encore prêt, toutes les équipes ne sont pas encore prêtes, mais Dieu merci qu'on ait gagné ce match. Certes, on a des indélités, mais le plus difficile, c'est de mettre en place une équipe compétitive. Et là, jusqu'à présent, on est loin d'avoir une équipe. À l'occasion de cette première journée, d'autres équipes réussissent leur entrée dans la compétition. Le promu HBC surprend Mermoz, 57-51. L'autre promu Saltigué a été cueilli à froid par Rai, 47-74. L'UGB et Saint-Louis Basket Club battent respectivement l'ASFA et BOP 65-51 et 79-67. Et puis pour terminer, Mamoudou, quelques résultats à propos de la première journée du championnat de basket féminin. Dans la poule A, US Ouakam bat Diaraf 62-57. Duc s'impose devant Ziguinchor Basket Club 76-34. Et puis Sibac qui s'incline devant Saint-Louis Basket Club 49-64. Dans la poule B, Mbour Basket Club s'impose devant la GIA 56-48. Cayor Basket Club perd d'un petit point devant Université Gaston Berger 64-65. Et Rai bat largement Saltigué 74-47. Voilà pour l'essentiel de la page sport. Merci, Mam Fatundoy. Il est bien arrivé. Le jingle retour sur la journée internationale consacrée aux personnes handicapées. Voici un handicapé qui vit bien son handicap. Cheikh Mousseloum est maître tailleur, un métier qui lui permet de faire d'une pierre deux coups, comme avec 2 paires de ciseaux, gagner sa vie et initier des jeunes filles au rudiment de la couture. Cheikh Mousseloum, 20 ans d'expérience à offrir à ces milliers de personnes handicapées qui ont du mal à s'en sortir. Un portrait qui porte la signature de nos deux Ibou Diouf. Cet homme traîne un handicap, une infirmité qu'il a tendance à oublier. Mousseloum est maître tailleur depuis le bas âge. Aujourd'hui, il a décidé de faire profiter de son savoir-faire et de son expérience aux jeunes. L'homme a une conception du handicap. Dans notre société, les gens pensent que tout handicapé doit mendier. Pour moi, l'handicap, c'est dans la tête. Si tu as la possibilité de s'investir dans un domaine, il faut le faire et gagner honnêtement ta vie. Grâce à son métier, Mousseloum veut aider ses filles à s'investir dans la couture. Ici, nous faisons de la coupe et couture, de la sérigraphie, du tricot et de la teinture. J'ai créé cet établissement pour aider les jeunes filles à avoir une qualification. Comme vous le voyez, c'est des filles et c'est très compliqué aujourd'hui, surtout pour ceux qui n'ont pas de métier. L'objectif visé est de permettre à ces filles de pouvoir gagner dignement leur vie. L'initiative est ambitieuse, mais les moyens font défaut. Notre initiative n'est pas motivée par le profit, mais plutôt par la réussite de ces filles. On se débrouille avec les moyens du bord, en attendant l'appui des bonnes volontés. En attendant ce coup de pouce, Mousseloum se débrouille avec les moyens du bord.
Il lance un appel pour plus de programmes et de succès. À présent, notre invité Mamadou Lamine Fati, directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu ce sujet sur Cheikh Mousseloum, maître tailleur handicapé, qui a réussi quelque part. Un miracle ou c'est un exemple qu'il est bien possible de démultiplier? Oui, effectivement. Je pense que, merci. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs et vraiment de saluer également le directeur des programmes de la TFM. Vous me donnez là une grande opportunité pour faire l'état des lieux des politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Et effectivement, ce n'est pas un miracle, hein, parce que le handicap n'est qu'une difficulté. Donc c'est en fait qu'on peut surmonter lorsqu'on a un bon état d'esprit, lorsqu'on a un bon encadrement. Et c'est justement la raison pour laquelle l'État, aujourd'hui, est en train de développer d'importants mécanismes pour la promotion des personnes handicapées. Et le premier, dans la série des mécanismes, est la loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Alors, et cette loi, justement, les handicapés l'ont attendue pendant très longtemps, elle a été votée. Et puis, il y avait aussi le problème du décret d'application. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à cette loi d'orientation? Voilà, je crois qu'il y a d'importantes avancées parce que la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2010, exactement le 6 juillet 2010. Et il s'en est suivi la signature du premier décret d'application, c'est le décret 2012-1038 portant création de la carte d'égalité des chances et de la mise sur pied également des commissions de l'éducation spéciale. Alors, de quoi s'agit-il? Parce qu'on parle beaucoup de la carte d'égalité des chances, parce qu'aujourd'hui, le problème des personnes handicapées se pose en termes d'accès à des services sociaux de base, accès à l'éducation, accès à la formation, accès à l'entreprise, et donc accès également à d'autres services comme les transports, etc. Et ils ont l'impression que ces services ne sont pas faits pour eux, qu'ils sont exclus. Voilà, donc, et jusqu'à présent, la réalité, elle est quand même là. Oui, donc c'est une impression, mais vous savez, pour apporter des solutions, il faut suivre un certain processus. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui va permettre aux personnes handicapées, une fois qu'ils vont l'obtenir, d'accéder à des services. Alors, le décret est signé, on est actuellement dans une phase d'information. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a initié une série de correspondances en direction des autres ministères, en direction des gouverneurs et des préfets, parce qu'il faut reconnaître que cette loi-là prend en compte beaucoup de secteurs. Donc pour mettre en œuvre ce décret-là, il faut la collaboration de plusieurs ministères et plusieurs également acteurs de la société. Donc on n'a pas encore réglé le problème institutionnel. Le problème institutionnel, comme je vous l'ai dit, il est en voie d'être réglé. Et donc, pour l'année 2013, le ministère déjà a fait une importante réforme parce que jusque-là, il existait une direction de l'action sociale. Cette direction a été restructurée en direction générale de l'action sociale et composée de 3 sous-directions techniques, dont la direction pour la promotion et la protection des personnes handicapées que j'ai l'honneur de diriger. Et c'est cette direction qui aura la tâche de mettre en œuvre de façon opérationnelle ces décrets-là. Donc de façon concrète, il va falloir recenser les personnes handicapées pour maîtriser la population et ensuite voir comment délivrer cette carte-là de façon progressive. Maîtriser la population de personnes handicapées. En termes de chiffres aujourd'hui, oui, on est à c'est vrai que quel niveau les chiffres dont nous disposons sont issus du recensement général de la population et de l'habitat, qui situe la population globalement à moins de 200 000 habitants. Alors que si on prend d'autres rapports, d'importants rapports, comme le rapport mondial sur le handicap publié par l'OMS en 2011, le rapport fait état d'une population qui est estimée
à 15% de la population mondiale. Alors si on applique ce taux-là à la population sénégalaise, cela nous amène environ à un peu plus d'1 million donc, de personnes handicapées au niveau de la population sénégalaise. Très bien, Mamadou Lamine Fati, je vous remercie. Oui. On me dit que le temps est terminé. Je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Demain, 20h, Khalifa Diakhaté, papa heureux, qui a baptisé ce matin un tout petit mignon, futur grand journaliste. Papa et maman le sont déjà. Bon sang ne saurait mentir, comme on dit, longue vie à lui en tout cas et santé de fer. Merci, bonsoir. On retourne dans un instant à la foire de Dakar.